Bienvenue dans ce nouvel épisode du Startup Show dans lequel je ne suis pas content, numéro 2. Jingle. Pourquoi est-ce que je suis pas content aujourd'hui? Vous allez le découvrir à la fin de la vidéo. J'ai envie que vous compreniez par vous-même en fait, que vous arriviez à la même conclusion que moi. On va parcourir un article sur lequel je suis tombé hier, qui date du 20 janvier 2017, donc ça date un petit peu, mais c'est toujours d'actualité. Je vais évidemment faire mes commentaires. Évidemment. On a 4 entrepreneurs ou ex-entrepreneurs, vous allez le comprendre au fur et à mesure dans l'article, qui ont échoué dans la création de leur startup. Donc le titre de l'article c'est « Créer sa startup, souffrir et échouer, le récit de 4 romans ». Déjà là, moi j'ai envie de me suicider personnellement. Alors que les jeunes filles sont toujours plus attirées par le milieu des jeunes pousses, donc là on passe de la botanique à l'entrepreneuriat, à la botanique, je comprends pas. Monter son entreprise reste un pari périlleux. Rencontre avec de courageux entrepreneurs à qui la chance n'a pas souri. Donc déjà là, à mon avis, l'entrepreneuriat c'est pas une question de chance, si jamais c'est une question de travail, de trouver une bonne idée, de s'entourer des bonnes personnes. Véritable pied électrique, Jacqueline, on va l'appeler Jackline, c'est un peu plus américain, un peu plus start-up, Silicon Valley, ne manque pas d'idées. Âgée d'à peine 23 ans, cette jeune voix décide de monter sa première entreprise. Ça s'appelait le Giamatti Diary, et c'était un agenda qui contenait des citations philosophiques et des conseils pour chaque jour de l'année. Une sorte de coach de vie combiné à un journal intime, raconte-t-elle 10 ans plus tard. Ça me rappelle quelque chose. Grand succès d'édition à la Fnac et chez Payot, donc Payot c'est un libraire de Romandie, où plus de 1000 exemplaires seront vendus. Bien joué Jackline. Jackline a la folie des grandeurs et commande un peu naïvement 5000 exemplaires à son fournisseur. Donc est-ce que c'est Jacqueline qui a eu la folie des grandeurs ou c'est son fournisseur qui lui a cassé les couilles pour qu'elle commande 5000 exemplaires? Ça aurait été peut-être intéressant de le savoir. Elle se retrouve avec énormément d'invendus et son succès se transforme en fiasco. Elle reçoit néanmoins le prix Genilem de la Chambre du commerce genevoise, donc un des prix qui ne sert absolument à rien. J'ai eu le droit à un coach qui m'a aidé à réparer les bêtises que j'avais faites, comme celle de mettre la société à mon nom, se souvient-elle. C'est vrai que c'est pas très malin, mais ça fait partie des erreurs de débutants. Lire aussi, une semaine dans la Silicon Valley avec 5 startups suisses. On sait pas pourquoi le journaliste a voulu mettre ça, peut-être pour enfoncer Jacqueline, pour lui montrer que pendant qu'elle échouait, il y avait 5 startups qui faisaient ça à la Silicon Valley. Et il est déjà trop tard. Endettée de plusieurs milliers de francs, Jacqueline négocie avec ses créanciers. Elle décide de s'exiler à Londres et travaille pour une start-up de prêt-à-porter sur le net. Donc c'est bien, notre Jackline, elle a su rebondir, elle a échoué, elle a passé à autre chose. C'est bien. Le mirage de la liberté. On dirait un peu le nom d'un porte-avions ou d'un avion de chasse américain. Comme Jackline, de plus en plus de Suisses souhaitent se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Selon une étude de la Bentley University, aux États-Unis, 66% des membres de la génération Y souhaitent monter leurs propres entreprises, attirés par la liberté et le défi qu'offre le monde des startups. Donc ça c'est vrai, c'est quelque chose qui est de plus en plus recherché et les jeunes, surtout les personnes de génération Y, ont évidemment envie de monter leur propre boîte. Ce qui est tout à fait normal parce qu'ils n'ont pas envie d'être l'esclave de leur boss ou de grandes compagnies. Une perspective qui pousse Jackie Wonder, je sais pas pourquoi on le change de nom comme ça, comme l'appellent ses proches, à revenir en Suisse pour retenter l'expérience avec une amie. Donc c'est très bien, Jackline a échoué une fois, elle s'est dit je vais essayer une deuxième fois. Inspirée par la reine des médias américains, Oprah Winfrey, qu'elle voit comme une grande entrepreneuse, pourquoi pas, je dis rien. Elle décide de monter un projet de brunch itinérant, Funky Brunch. Donc, là, il y a 2 trucs qui m'énervent, c'est le mot brunch et le mot itinérant. C'est 2 mots que j'aime pas du tout. Itinérant, pour moi, c'est un petit peu péjoratif, c'est-à-dire que c'est pas fixe, c'est itinérant, ça bouge, donc on sait pas trop pourquoi ça bouge, pourquoi c'est pas fixe, enfin bref. Et surtout le mot brunch, donc je déteste les brunchs. Pour moi, payer plus cher qu'un repas normal pour avoir moins dans l'assiette, tout ça parce que c'est dimanche à midi ou samedi à midi, bref. Dans une start-up, le temps est une denrée rare. Chaque semaine est précieuse parce qu'on brûle du cash. Pour moi, brûler du cash, c'est plutôt ça. 35 brunchs plus tard, c'est pas beaucoup, et notamment l'exportation du concept à Paris avec un chef étoilé aux commandes, ça c'est bien Jackline. Jackline se rend compte que son modèle d'affaires est bancal. Oui, engager un chef étoilé pour faire des brunchs,
c'est pas très logique, non? Il ne génère pas assez de revenus. Le chef étoilé coûte super cher, donc évidemment, les marges étant très faibles. Épuisée sans rentrée d'argent stable et régulière, elle décide d'arrêter les frais. Deuxième échec. S'ensuit un long passage à vide, ponctué d'un burn-out. Ah, le fameux burn-out. J'avais peur d'allumer mon portable, je ne supportais plus de devoir gérer tous mes mails, les factures, l'administratif, toute seule, et j'ai dû être médicamentée. Alors, Jackline, je te rassure, moi aussi, quand je vois des factures ou des papiers administratifs à remplir, j'ai envie de me droguer. Hein. C'est à peu près tout le monde, à mon avis. Courageuse, effectivement, Jackline, tu es courageuse. La jeune femme a refait surface grâce notamment au soutien de sa famille et de ses amis proches. Aujourd'hui, guérie, parce que pour moi, t'étais pas malade, hein, donc il n'y a pas de guérison, et consciente de certaines de ses erreurs, elle dit avoir énormément appris grâce à ces 2 projets. L'histoire de Jackline est emblématique. Dans une époque fascinée par le succès des milliardaires de la Silicon Valley, créer sa propre entreprise apparaît comme un formidable accélérateur d'ascension sociale, comme une aventure porteuse de sens qui permet de se réaliser, comme une entrée par la grande porte dans le monde des affaires et du succès. Mais très souvent, monter sa start-up est un parcours du combattant qui peut avoir raison des caractères les mieux trempés. Alors, ce paragraphe pour moi, c'est quand même le plus terrible de l'article parce que un entrepreneur, il crée une start-up pour plusieurs raisons. Parce qu'il a envie de changer les choses, parce que c'est un créateur, c'est quelqu'un qui a de l'imagination et qui a envie de réaliser ses projets, qui a envie de les partager avec tout le monde. C'est quelqu'un qui veut devenir riche aussi, pourquoi pas. Mais c'est en tout cas pas quelqu'un qui a besoin d'un accélérateur social. C'est-à-dire qu'on n'en a rien à foutre de rouler en Ferrari, on n'en a rien à foutre d'aller sur les rooftops, faire les kikous. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de créer des choses et que ça plaise aux gens et que ça fonctionne. Personne ne veut être le cobaye. Donc déjà, la photo, il a l'air pas bien, ce monsieur. Il est à côté d'un arbre qui est gigantesque. Je veux dire que cet arbre, il a pas l'air très grand, à moins que le monsieur soit très grand, mais l'arbre est vraiment énorme. Ancien militaire d'élite, Thomas peut en témoigner. Après 15 ans dans l'armée française et un passage au Yémen pour le pétrolier Total, il devient directeur des ventes d'une jeune pousse, encore, qui veut fournir de l'encre sécurisée pour des entreprises. Bah là, ça a l'air d'un projet assez cool. Mais après des mois de labeur acharné, l'entreprise finit par tomber en faillite, faute de financement. Lucide, Thomas a analysé les raisons de son échec. Nous avons été trop optimistes. On voulait toucher trop de marchés à la fois. Nous avions oublié que dans une start-up, le temps est une denrée rare. Chaque semaine est précieuse parce qu'on brûle du cash. Alors, effectivement, Thomas, tu brûles du cash, ça dépend de la startup. Si c'est une startup, par exemple une application, tu ne brûles pas de cash. Les serveurs sont vraiment très peu coûteux et normalement tes associés travaillent avec toi, donc le cash tu ne brûles pas. Mais ça dépend vraiment des startups. Ta compagnie décide alors d'investir dans un domaine de la sécurité et le contrôle d'accès avec des cartes sécurisées. Nous avions développé une solution avec une encre invisible à la lumière, ça c'est cool. Il fallait un lecteur que nous étions en train de produire aussi pour la voir. Se remémore Thomas. Alors effectivement, moi je me souviens que j'avais eu ça dans le Picsou Magazine en 97, je crois, Picsou Magazine numéro 48, où tu avais une encre, t'écrivais avec un stylo, et puis après, je sais plus, tu passais à la lumière et tu le voyais. Lire aussi, 5 des 10 meilleures startups suisses sont vaudoises. Alors là, de nouveau, le journaliste s'est dit, bah tiens, le petit Thomas, déjà qu'il a foiré sa startup, on va l'enfoncer encore plus, on va lui mettre les 10 meilleures startups suisses dans la gueule. Voilà. Rapidement, le français se rend compte de la difficulté de convaincre de grands groupes de la sécurité d'être les premiers à tester une technologie. Personne ne voulait être le cobaye, c'est un peu comme le jeune qui sort de l'université et à qui tout le monde demande 2 ans d'expérience professionnelle. Alors ça, c'est un petit peu faux, parce que si tu as une technologie vraiment innovante et que tu as un prototype concret que tu peux montrer et faire des démonstrations avec devant tes futurs investisseurs, ils vont investir. Mais si tu as un concept qui n'est pas vraiment utile ou qui n'est pas vraiment au point, c'est clair que personne ne va investir dedans. Il y a un effet de mode concernant les startups. Alors non, de nouveau, ça c'est la phrase bidon qu'on entend plein de fois. Il n'y a pas un effet de mode. Je prends de nouveau l'exemple d'Atari. C'est une startup, Google c'est une startup, Yahoo c'était une startup. Donc voilà quoi, il y a plein d'exemples qui montrent que non, le startup c'est pas un effet de mode, c'est juste que maintenant les médias en parlent, donc on a l'impression que c'est nouveau, mais ça ne l'est pas. C'est un peu comme les jeux vidéo. Dans les startups, tout peut vite basculer. Thomas se rappelle du moment où il apprend que la société va fermer. Ça m'est tombé dessus au détour d'une conversation. Je me sentais mal, car j'ai moi-même engagé du personnel que j'ai convaincu d'entrer dans l'aventure. Alors ça, effectivement, c'est très dur. Par contre, il faut pas oublier que quand on crée une startup, c'est du business. Donc, on doit prendre des décisions qui sont pas faciles, mais qui sont les mieux pour l'entreprise qu'on a créée.
Donc faut pas oublier ça, les entrepreneurs ont tendance à oublier, les startups, c'est du business pur et dur. Aujourd'hui inscrit à l'EPFL en MBA, un diplôme de gestion d'entreprise, cet ancien chef de troupe en Afghanistan a frôlé l'abîme. Lorsque vous perdez votre travail d'un coup, vous pouvez vite sombrer si vous n'êtes pas bien entouré. Il dit avoir appris énormément en très peu de temps, grâce au côté touche-à-tout qu'offrent souvent les startups dans leurs premières années. Mais il se souvient aussi de la réaction de ses proches durant ces 2 ans. Il y a un effet de mode concernant les startups. Mes amis trouvaient ça courageux et certains étaient même envieux. Quand j'ai perdu mon job, tout cela a bien changé, sourit-il, un peu amer. Effectivement, l'entourage, souvent les gens sont assez jaloux parce qu'ils ont des boulots où justement c'est les esclaves d'un boss et ils rêvent de faire une startup mais ils n'ont pas les couilles de le faire. Et ils sont assez jaloux par rapport à ça, donc c'est vrai qu'on se chope pas mal de remarques, et puis à côté t'as les rageux qui pensent avoir tout compris à la vie, et puis qui pensent pas que être entrepreneur c'est un vrai métier. Mais ça on en parlera après, et ça correspond aussi à pourquoi je suis énervé. Cet effet de mode est confirmé par Charles, directeur de chez ACE Company, un fonds d'investissement basé à Londres et à Genève. Il y a 15 ans, tout le monde voulait devenir banquier d'investissement. Aujourd'hui, chacun pense être le prochain Mark Zuckerberg. Alors, ouais, c'est vrai que avant les gens voulaient devenir banquiers, je l'ai déjà dit d'ailleurs dans d'autres startup shows, que maintenant les gens veulent faire des startups. Mais c'est pas vraiment pour être le prochain Mark Zuckerberg, c'est aussi pour avoir le droit de s'exprimer tout simplement et de justement ne plus avoir quelqu'un au-dessus de nous qui nous impose une vision, mais de créer sa propre vision. Rêve de grandeur. Mais est-ce que ça serait pas... Le rêve de grandeur habite beaucoup d'entrepreneurs en puissance. Comme Timothée, quand on voit le succès de Facebook, on se dit pourquoi pas moi. Aidé d'un ami étudiant à HEC Lausanne, il décide à 20 ans de lancer une application mobile, Squid Time. Alors, là c'est un petit peu typique l'exemple que j'adore prendre dans ma startup show, c'est-à-dire l'étudiant en haute école de commerce qui pense que c'est facile, tout le monde va devenir Mark Zuckerberg, donc tout le monde va devenir milliardaire en quelques années, et que ça demande pas beaucoup de travail, et vu qu'il a fait HEC, il va probablement pouvoir y arriver. Et c'est pas du tout le cas, et en plus de ça, si ton leitmotiv c'est l'argent, donc ce qui te fait lever le matin, le succès, le pouvoir, c'est pas du tout avec ça que tu vas réussir à créer une startup qui va fonctionner, au contraire. Donc elle propose des plans spontanés entre amis, des plans des partout. Son modèle économique consiste à faire entrer des annonceurs qui pourraient faire des offres par le biais d'applications. Nous avons commencé à prendre l'idée au sérieux lorsque nous avons fini dans les 3 premiers projets des Swiss Startup Awards. Ah putain, alors ça, encore un concours. En octobre 2015, explique-t-il, tranquillement assis dans un café lausannois. Alors je sais pas si tranquillement assis dans un café lausannois veut dire quelque chose, c'est-à-dire que le mec s'en bat complètement les couilles, je sais pas pourquoi c'est là. Malheureusement, l'envie ne suffit pas, il faut avoir le courage d'abandonner. C'est vrai, il faut surtout avoir le courage de se lancer. Invité à la Forge, l'espace de l'EPFL qui accueille les projets de start-up, Timothée et son collègue travaillent sur le projet en parallèle de leurs études. C'est bien, c'est courageux. Je l'ai fait aussi, c'est assez difficile. Au début de l'année 2016, après avoir testé leurs produits auprès de 4000 Lausannois, ils peinent à trouver des investisseurs. Timothée se souvient de moments difficiles passés à leur courir après. Ils n'ont pas le temps pour toi, ils ne te considèrent pas. Des projets comme le tien, ils en reçoivent toute la journée. Ça c'est vrai, que si t'as pas quelque chose de plus à proposer, ça va pas être intéressant. C'est pour ça que je dis que si vous voulez créer une boîte, il faut que ça comble un besoin existant. Sinon ça sert à rien. Son produit est fondé sur une technologie facilement imitable et possédant de nombreux concurrents. Sur ce plan, le côté frileux des consommateurs suisses n'a pas aidé. Il est difficile de convaincre un Suisse de télécharger une nouvelle application sans qu'elle ait cartonné ailleurs. Ça dépend de nouveau. Si tu remplis un besoin qui concerne spécifiquement les Suisses, ils vont la télécharger. Sinon, rien ne t'empêche aussi de lancer l'application aux États-Unis tout en étant en Suisse. Timothée admet aussi avoir commis des erreurs de jeunesse. Lorsque nous avions quitté la Forge, nous avons oublié de stopper le contrat avec les serveurs d'Amazon. Et en un mois, nous avions 20 000 francs de facture. Alors déjà tu as suivi la hype, tu as pris les serveurs Amazon. Je te rappelle qu'on est en Suisse, dans un des pays qui compte le plus de data centers. Pourquoi tu n'as pas utilisé un de ces data centers ? C'est des data centers qui peuvent coûter, ça commence à 10 francs par mois. Nous, c'est ce qu'on avait au début et ça fonctionne très bien pour les peu d'utilisateurs que tu as au début. Lire aussi la chronique de Fatih Derder. C'est fou ce que les startups agacent dans ce pays et pourtant. Alors Fatih Derder, attention, je vais dire quelque chose de gentil. C'est un des mecs, c'est un politicien / journaliste. Et c'est un des seuls mecs que je respecte dans ce pays. C'est aussi un des seuls que je connais. Mais c'est un des seuls mecs, pourquoi ? Parce qu'il défend toujours les startups. Et d'ailleurs, si vous lisez cet article,
vous allez voir en fait qu'il se retrouve avec ses collègues politiciens, souvent en fait devant des gens qui critiquent l'entrepreneuriat alors que lui il la défend. Et d'ailleurs, franchement, Fatih, je le kiffe. En plus, il est assez stylé comme mec. C'est pas genre le politicien suisse, on peut sentir un petit peu la fondue et le vin blanc comme ça quand il passe à côté de vous. Pas du tout, c'est tout le contraire. Fatih, je vais prouver que je te respecte et mon amour pour toi en écrivant un petit tweet. Je te kiffe. Voilà. Fatol, on va t'appeler Fatol, je trouve ça mieux. On verra s'il va me répondre. Il s'en sort avec quelques milliers de francs de dette chacun, les cofondateurs et son associé sont devenus plus sceptiques sur l'avenir des créateurs d'applications technologiques. Parmi tous les gens que j'ai rencontrés en 2 ans, personne n'a réussi. Bah, t'as pas rencontré les bonnes personnes. Ceux qui s'en sortent le mieux survivent à peine. Philosophe, il travaille aujourd'hui à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle, à Berne, et ajoute « Malheureusement, l'envie ne suffit pas, il faut avoir le courage d'abandonner ». Alors, faut savoir un truc, c'est que quand on crée une startup, le but, c'est de la vendre la plus rapidement possible. Le but, c'est pas de créer une société pérenne, parce que c'est pas la même chose en fait, c'est pas la même structure, c'est pas le même scale-up, ça n'a rien à voir. Donc c'est peut-être aussi ça que les gens oublient, c'est que vous allez pas rester 10 ans dans une startup, vous allez rester maximum 5 ans et après la revendre. Responsable d'investissement auprès de la plateforme suisse Investière, Chris n'est pas surpris par les difficultés rencontrées par Timothée. Dans le domaine des technologies de la communication et de l'information, c'est rarement le premier qui arrive sur le créneau qui s'impose, car le produit est facilement copiable et le marché très compétitif, comme le cas de SquidTime. En gros, effectivement, tu remplissais pas un besoin, t'as pas fait une application qui changeait grand chose, donc voilà. Malheureusement, ça va pas marcher. Il ajoute que trouver de l'argent en dehors des amis et de la famille peut être extrêmement compliqué. Les banques prêtent très peu, effectivement, n'allez pas vers les banques si vous voulez de l'argent, hein. Et convaincre des investisseurs, surtout en Suisse, et convaincre des investisseurs est un travail de tous les instants. L'IEM refuse régulièrement bon nombre de projets. Si nous investissons, nous voulons être sûrs que la société a fait ses preuves sur le marché. Wow, cool. Wait a minute. The fuck? Cher Chris, j'ai envie de te dire que tu te trompes complètement. C'est-à-dire que si tu investis sur uniquement les compagnies qui ont fait leurs preuves sur le marché, déjà, tu n'investis pas dans les early stage, tu investis souvent que au round 1, ça c'est très bien. Mais par contre, le problème, c'est qu'un investisseur, il investit dans quoi? Il investit dans une équipe. Il s'en fout un petit peu du produit. Lui, ce qu'il veut, c'est les talents. C'est ça qui est la plus grande valeur. Je vous donne un exemple, c'est le premier exemple qui me vient dans la tête, c'est Casey Neistat et Bim. Casey Neistat a créé Bim, cette application, franchement, elle marchait pas. Tout le monde s'en battait les couilles. Il n'avait pas beaucoup d'utilisateurs. CNN a racheté Bim, pourquoi? Pas pour l'application en elle-même, mais pour les talents qui travaillent pour Bim. Et ils ont eu raison. Et à partir de ça, ils vont créer autre chose. Donc, quand un investisseur vient vers vous, sachez que normalement, si c'est un bon investisseur, il vient pour l'équipe. Une responsabilité envers les producteurs. Cette course aux investisseurs, Daniel la connaît bien. Après avoir monté d'ici même une plateforme de vente de produits du terroir, Mais c'est de la merde! avec 2 amis d'université en 2014 et intégré un 4e employé en 2015, la petite équipe s'est depuis drastiquement réduite. Malgré ses 1000 clients réguliers, il est désormais seul aux commandes. Quand tu peux pas te payer, c'est dur de rester motivé. Après 2 ans, on a vu les premiers signes d'essoufflement, raconte-t-il. Alors effectivement, ça aussi, je l'ai dit dans d'autres vidéos, ne comptez pas à avoir un salaire. En tout cas, les 2 premières années, vous n'allez pas avoir de salaire. Si vous donnez un salaire, c'est qu'il y a un problème. Donc, le truc, c'est que c'est pour ça qu'il ne faut pas engager des gens. Il faut être associé avec des gens. Parce qu'en leur donnant des parts, ils vont accepter de ne pas avoir de salaire non plus, parce que c'est les règles du jeu. Le succès de Google et autres nous voile la face. C'est un monde très dur. Effectivement, si tu pensais être au niveau de Google en vendant des produits du terroir, tu t'es un peu gouré quand même. Hein. Il doit y avoir pensé au moins une centaine de fois à arrêter. La réalité, dit-il, c'est qu'il nous faut un volume énorme pour pouvoir sortir des salaires. Malgré son implication quotidienne, Daniel est lui aussi très critique face au modèle de start-up. Je pense que le succès de Google et d'autres nous voile la face. Ce monde est hyper concurrentiel, les marges sont petites, et malgré l'image conviviale projetée par les espaces de coworking, c'est un monde très dur. Alors, effectivement, c'est pour ça que j'ai aussi créé cette chaîne YouTube, c'est pour vous montrer en fait la réalité du monde des startups. C'est pas quelque chose de drôle, de nouveau, ça reste du business. Le business, c'est pas drôle. Le business, c'est fait pour faire de l'argent. Donc, les espaces de coworking, voilà, dans le Je ne suis pas content numéro 1, j'en ai déjà parlé, je vais pas en reparler. Après, il a pas tout à fait raison, en fait. Le truc, c'est que tu fais pas une startup pour te donner un salaire. De nouveau, tu fais une startup pour la revendre. Donc, le salaire, normalement, tu mets une croix dessus. Pour pouvoir la revendre plus cher dans un futur, si possible, proche. Et puis, en plus de ça, ne compare pas Google Enfin, Google, c'est plus une startup, Google, c'est une multinationale, donc ça sert à rien de comparer Google avec ton cas.
Pourtant, Daniel ne peut se résoudre à arrêter. Avec mes associés, nous nous sommes énormément impliqués pour trouver une clientèle fidèle et des partenaires engagés. Je me sens une vraie responsabilité envers les producteurs. De nouveau, ça reste du business. Si tu peux plus payer tes producteurs, bah voilà, tu peux plus payer tes producteurs. T'as donné tout ce que tu pouvais, mais quand faut arrêter, faut arrêter. Un tissu qui se développe. Comme il n'existe pas de chiffres sur le nombre d'échecs de startups, c'est pas vrai, hein, il y a à peu près 90% des startups qui échouent après la première année. Il est difficile d'évaluer leurs chances de réussite, mais avec 75% de jeunes entreprises soutenues qui existent encore après 4 ans d'existence, Jordi, directeur du Venture Lab, un projet qui accompagne les jeunes pousses, jeunes pousses, je vous jure, s'il y a encore une fois jeunes pousses dans l'article, je mets le feu à Panda. Je mets le feu à Panda. Ils sont néanmoins rassurants. Le tissu des startups se développe de plus en plus. Nous avons pu obtenir plus de 18 millions de francs pour soutenir 450 projets à leur lancement, mais on n'a jamais dit que c'était facile. Alors, si je prends ma petite calculette, parce que je suis vraiment une merde en maths, donc 18 millions divisé par 450 projets, ça fait 40 000 francs. Donc à 40 000 francs, c'est à peu près la somme qu'il faut pour créer une entreprise en Suisse, c'est 30 000 francs. Donc bon, les 18 millions, c'est pas terrible. Il faut plus. Interrogé sur la différence entre persévérance et obstination mal placée, l'entrepreneur vaudois déclare « J'ai suivi un projet qui a fini par réussir après avoir obtenu des parents, des fondateurs, qu'ils investissent sur leurs économies pour soutenir l'entreprise. Je ne l'aurais certainement pas fait. Il est difficile de fixer cette limite et parfois seul le temps le permet. » Alors oui, de demander de la thune à votre famille et à vos amis, c'est la pire chose à faire. À moins que ce soit un projet un petit peu artistique, genre, je sais pas, un court-métrage, une exposition. Si c'est une entreprise vraiment qui est censée générer du cash, ne le faites pas. Si Jack Line et Thomas imaginent plus leur avenir comme des intra-entrepreneurs, using a employee within a company who are assigned to work on a specialized employee and they are asked to develop the project like an entrepreneur using have their own company. Entrepreneurship. Quoi? Intrapreneur? Un entrepreneur qui va dans une grosse boîte en fait pour gérer des projets. Donc en gros, c'est comme si je vous dis, je vais aller faire du vélo, mais sur l'eau. Timothée et Daniel n'ont pas perdu leur appétit pour la création de startups. Conscients de certaines erreurs de jeunesse, ils repartiront de plus belle. C'est bien, je vous encourage. Pour Jordi, qui est Jordi? C'est même un plus. Un jeune qui m'explique pourquoi il s'est planté me donne encore plus envie d'investir chez lui. Ouais, bah si le jeune il dit aussi que sa première boîte il l'a revendue pour 50 millions, je pense que tu vas plutôt aller vers lui aussi, hein, Jordi. On a fini de parcourir l'article, donc pourquoi je ne suis pas content? En fait, ce genre d'article m'agace un tout petit peu, c'est-à-dire que, à mon avis, il donne de la force aux gens qui ne croient pas en start-up. En Suisse, c'est vrai qu'on a un pays assez conservateur, où être entrepreneur, ce n'est pas un vrai métier. Alors, un vrai métier, c'est être, je sais pas, banquier, boulanger, coiffeur. Ça, ce sont des vrais métiers. Entrepreneur ou artiste même, ce sont pas des vrais métiers. Ce genre d'article, en fait, va donner une raison de plus d'exister à ces gens. Moi, ce que j'aurais souhaité dans cet article, et c'est pour ça que je suis pas content, c'est que le journaliste, en fait, prenne des exemples d'échecs, donc c'est déjà ce qu'il fait, donc ça c'est très bien, c'est bien de montrer la réalité, mais par contre il montre des exemples de gens qui ont échoué et qui ont réussi après, force de persévérance et d'envie de changer les choses, et c'est ça qui est important. Juste montrer des gens qui ont échoué un petit peu lamentablement on va dire, parce que souvent ce sont des jeunes qui ont été probablement mal entourés, mal conseillés. C'est un petit peu facile et voilà, et puis ça m'énerve. Si vous avez aimé cet épisode du Startup Show, de nouveau, likez, abonnez-vous, partagez, swingez, switchez, et voilà, et puis sinon, bah voilà, je suis pas content, mais c'est pas très grave, j'ai Panda, regardez-le. Comment on peut ne pas être content quand on est propriétaire de cette magnifique chose? Comment? Dites-le moi.